Bonjour et bienvenue sur le site aromanet.com, le site d'information scientifique, pratique et familiale sur l'aromathérapie et les huiles essentielles. Aujourd'hui, je vous ai concocté un programme un peu plus technique mais passionnant et de toute manière incontournable puisque vous vous intéressez à l'aromathérapie. Je vais vous parler de l'identification des huiles essentielles. Souvenez-vous, pour ceux de ma génération, qu'il y a encore 30 ans, on parlait d'essence d'eucalyptus pour soigner les poumons, d'essence de lavande pour calmer les nerfs, sans plus de précision. J'enseignais déjà à cette époque qu'il y avait plus de 800 espèces d'eucalyptus et une dizaine de lavandes, et que toutes ces espèces, bien entendu, n'avaient pas les mêmes propriétés. Ceci pour vous dire qu'il y a un minimum de science qu'il faut acquérir pour utiliser à bon escient les huiles essentielles. Commençons par le début. Comment identifie-t-on une huile essentielle et comment contrôle-t-on sa qualité? Les huiles essentielles de qualité sont encore rares, c'est un fait. Beaucoup d'essences qui sont proposées sur le marché sont d'origine incertaine, d'odeur grossière et surtout de composition biochimique aléatoire. Si vous employez ce genre de produit pour traiter le rhume de votre enfant, c'est un peu de la loterie. La mention huile essentielle 100% pure et naturelle n'est absolument pas suffisante. J'ai mis au point, dès le début des années 80, un système d'identification, de contrôle, d'analyse et de critères de qualité des huiles essentielles. C'était les critères HEBBD, huiles essentielles botaniquement et biochimiquement définies. Depuis, je l'ai fait évoluer pour la porter à niveau international et cela s'appelle la EOBBD Quality Assurance, ce qui signifie Essential Oils Botanically and Biochemically Defined. En voici le logo représentatif, déposé internationalement. Ce Quality Management System a obtenu la certification ISO 9002 en l'an 2000. La garantie EOBBD Quality Assurance est la plus pointue du marché. Elle vous assure la traçabilité, la nature et la composition de vos essences. C'est votre meilleure garantie. Je vais brièvement vous résumer les mentions d'identification de la EOBBD Quality Assurance. Vous le trouverez plus développé sur le site aromanet.com ainsi que, évidemment, dans la nouvelle aromathérapie. Pour que vous saisissiez l'importance de cela, je vous invite à bien noter qu'une huile essentielle n'a pas de propriété médicinale par hasard, ou parce que c'est écrit dans un livre, ou parce que quelqu'un a pensé que telle plante ou telle essence a telle propriété, pas du tout. Mais qu'elle a les propriétés des molécules qui la composent. Donc, selon sa composition biochimique, une essence aura des propriétés particulières, et sa composition chimique dépend des facteurs suivants. Premièrement, l'espèce botanique et variété de la plante aromatique distillée. Il existe plusieurs lavandes, thym, eucalyptus, sauge et de nombreuses variétés. Chacune produit une huile essentielle spécifique. C'est pourquoi la précision s'impose. Exemple, il existe des eucalyptus globulus, Eucalyptus radiata, Eucalyptus dives, Polybractea, Camaldulensis. Il y a beaucoup d'eucalyptus. Certes, tous ne sont pas utilisés ni employés en aromathérapie, mais quelques-uns le sont et ils ont des propriétés bien différentes. Je prends par exemple l'Eucalyptus citriodora, que les botanistes aujourd'hui appellent Corymbia citriodora. Cet eucalyptus n'est aucunement doté d'une molécule qu'on appelle le 1,8-cinéol, qu'on appelait avant l'eucalyptol. Donc cet eucalyptus n'a pas de propriété bronchopulmonaire, mais il est riche par contre en citronellol et surtout citronellal, qui est un aldéhyde anti-inflammatoire. Je vous donne un autre exemple, les lavandes. Nous avons la lavandula angustifolia, la petite lavande que nous connaissons, que nous adorons. Il y a différentes variétés d'ailleurs. Il y a la fragrance en sauvage, la delphinasis. Puis il y a des lavandes de culture, les maillettes, les matrones. Et puis il y a la lavande aspic. Cette lavande aspic qu'on va trouver plus dans le sud, dans les pays également chauds comme l'Espagne, qui va sentir beaucoup plus le camphre, le cinéole. Aucun rapport avec la lavandula angustifolia. Mais les deux s'hybridant, fusionnant, au niveau botanique, biologique, engendrent la lavandula intermédiaire, ce qu'on appelle des lavandins,
qui sont le plus utilisés dans les savonneries, plus en culture, bien entendu, c'est la moins chère, qui fournit un gros rendement au niveau huile essentielle. Et là encore, nous avons plusieurs variétés. Les Grosso, les Abrial, voilà, les Super. Mais ce n'est pas tout. Il y a même une lavande très particulière qui ne ressemble pas à une lavande. La Lavandula stoechas, ce qu'on appelle la stockade. Ces stockades, parfois on l'appelle même la lavande romarin, au lieu d'avoir finalement son épi floral au bout de longues tiges, est plutôt étalé sur le sol. Ce sont des gros poupons de fleurs directement près des feuilles. Eh bien, cette lavande si particulière n'a pas du tout cette finesse de la Lavandula angustifolia. Elle n'est pas riche en acétate de lilaline, mais elle est riche en fanchone, qui est une cétone. Or, comme toutes les cétones, à haute dose, elle peut être toxique. Donc vous voyez que le terme lavande ne veut rien dire. Deuxième point important, l'origine géographique de la plante aromatique. En résumé, le biotope, c'est-à-dire l'environnement dans lequel a poussé la plante aromatique, et le génotype, c'est-à-dire l'héritage génétique de la plante, font qu'une même espèce peut donner des huiles essentielles différentes. Je vais vous donner un exemple très simple concernant le génotype, l'héritage génétique de la plante. C'est pareil pour les humains. Admettons que nous soyons d'origine asiatique ou que nous soyons d'origine européenne, d'origine lointaine, africaine ou autre. Nous avons un héritage génétique. Nous pouvons vivre dans un autre pays, manger la même alimentation que tout le monde, avoir la même culture que tout le monde. Et pourtant, notre couleur de peau restera la même. Nous avons donc un génotype particulier. Bien sûr, il est influencé par le biotope, le milieu dans lequel nous vivons. Toutefois, les deux font que nous avons une personnalité particulière et des caractéristiques physiques particulières. C'est pareil pour les plantes. Troisième point, le mode de culture et le contrôle des pesticides. En résumé, elles peuvent être en culture conventionnelle, être en bio et être, par exemple, pesticide-free. C'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus important que le bio. Attention justement au label bio. Là, je vais devoir faire une parenthèse parce que je ne suis pas du tout convaincu de l'utilité du bio concernant les huiles essentielles. Pourquoi? Parce que le label bio implique une obligation de moyens et non de résultats. C'est-à-dire que la culture de la plante doit être faite selon certains principes bio, mais que l'huile essentielle peut très bien contenir des pesticides. Et cela arrive souvent, je le vérifie à l'analyse. Et en plus, ne pas avoir une bonne composition biochimique, donc ne pas avoir les propriétés escomptées. Le bio pour les essences n'est pas vraiment un critère de qualité. Je développe ce point très important sur le site Aromanet et évidemment dans la nouvelle aromathérapie. Lisez-le, c'est important. Quatrième point important qu'il faut connaître, c'est le stade de développement ou bien l'organe distillé de la plante aromatique. Tout cela influe bien entendu sur la composition, donc sur les propriétés. Les feuilles d'oranger, Citrus aurantium, feuilles en l'occurrence, ne produisent pas la même essence que les fleurs ou que le zeste. L'huile essentielle de Coriandrum sativum, feuille, est bien différente de celle de l'huile essentielle de Coriandrum sativum, graine. Donc tous ces facteurs donnent ce que j'ai appelé la spécificité biochimique de l'huile essentielle et dont dépendent ses propriétés. Tous les paramètres précédemment cités donnent une spécificité biochimique à l'huile essentielle et c'est précisément sa composition biochimique particulière qui lui confère certaines propriétés thérapeutiques. Ça, c'est impératif de le comprendre, de le connaître, de le retenir. Enfin, bien entendu, au niveau de la traçabilité, il faut avoir un suivi, numéro de lot, l'origine de la plante, garder des stocks, ça, je pense que tout laboratoire sérieux est capable de le faire. Voici, sous forme de schéma, les informations nécessaires pour déterminer la carte d'identité d'une huile essentielle. C'est tout pour aujourd'hui, retenez bien tout ça et rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, passez une belle journée aromatique et sentez-vous bien, c'est essentiel.